Bonjour, on continue l'histoire. Mardi, 8h30. Ramassé sur lui-même dans la position où l'avait laissé son roulé-boulé, Léo n'osait pas bouger, inquiet à l'idée de découvrir qu'il s'était fait une entorse par exemple. Il se déplia peu à peu, comme un papillon naissant défroisse ses ailes. Tout semblait fonctionner. Il y avait juste cette douleur sourde à l'épaule. Il avait bien senti qu'il se recevait mal. Comme pendant le saut en hauteur, exactement la même faute. « Achève ton mouvement, tu vas encore mal te recevoir », disait le prof à chaque fois. Mais il n'achevait pas le mouvement et se recevait mal. Pas grave, le tapis était épais, tandis qu'ici, ici, on n'y voyait presque rien. Sur quoi avait-il atterri? Ça lui avait paru dur? Oui, mais pas horriblement. Il étendit les mains, tâta précautionneusement. C'était froid, un peu rugueux, avec une sorte de relief, comme des lignes. Redressé sur les genoux, il poussa plus loin ses investigations, rencontra un anneau, un autre plus loin, un autre encore, toute une série le long de la bordure plus épaisse, comprit soudain. « Une bâche, je suis tombé sur des bâches. Elles sont pliées, ça fait un gros paquet. » Toujours agenouillé, il tâtonna dans les autres directions, heurta quelque chose de froid, de dur, qui le fit sursauter de surprise. C'était du fer emmanché. « Une pioche !» dit-il tout haut. « Non, que je suis bête, c'est pas une pioche, c'est une bêche. Et là, une pelle, et là, un râteau, et non, ça c'est... » Ses mains remontèrent, cernèrent une masse importante, et il murmura. « Une brouette, je suis dans la remise des jardiniers. » Une peur rétrospective fondit sur lui. Et si, au lieu de se recevoir sur le tas de bâches, il avait atterri sur la tondeuse, ou sur la brouette, ou au milieu des outils? Il imagina le moteur de la tondeuse lui fracassant le visage, les dents du râteau ou de la binette lui labourant l'épaule. Conclut, je l'ai échappé belle, et il se sentit particulièrement chanceux. Les mains tendues devant lui par précaution, il continua à progresser dans la faible clarté jusqu'à ce qu'il rencontre un mur de moellons nus. Il se redressa pour le longer, trouva enfin une porte. Elle était entr'ouverte. Il la poussa. Derrière, il y avait une autre pièce. Il y faisait plus clair et il regarda sa montre. Elle indiquait 8h40. Il imagina ses copains de classe en train de sécher sur le contrôle de français et se dit à nouveau qu'il avait de la chance. La veilleuse orange d'un interrupteur trouait la pénombre. Quand Léo appuya sur le bouton de caoutchouc, une ampoule nue s'éclaira au-dessus de sa tête. Il regarda autour de lui. Il se trouvait dans une sorte de garage. Il y avait là des morceaux de carrosserie et des pneus de voiture, des bidons de taille et de matières diverses, un énorme entonnoir et un tuyau d'arrosage enroulé sur lui-même comme un serpent assoupi. Dans un coin, des sacs poubelles alignés. Plus loin, un évier rectangulaire et ses 2 robinets. Il s'approcha, fit couler de l'eau froide, but longuement avant de poursuivre sa visite. Il y avait encore une armoire métallique ouverte et presque vide, des cagettes, des étagères sur lesquelles s'alignaient des pots de fleurs et des paquets de semences, un grand établi scellé dans le mur, et à côté, une porte dont la poignée refusait obstinément d'obéir à toute espèce de sollicitation. Léo s'acharnait dessus depuis un moment, humilié de ne pas en venir à bout, lorsqu'un bruit suspendit son geste. En un instant, il fut inondé de sueur. Un bruit. Qui pouvait bien être à l'origine de ce bruit alors qu'il était seul? Il poussa un cri. « Ah, la chatte !» La chatte qu'il avait suivie et qui avait disparu dans la gueule du soupirail. La chatte qui s'était glissée par la porte entr'ouverte comme il l'avait fait lui-même pour sortir de la remise du jardinier. Le bruit se fit entendre à nouveau. Il tendit l'oreille, se concentra. Cela ressemblait à un crépitement, à du papier de verre que l'on frotte sur un mur. Et cela provenait d'une partie du garage à laquelle il tournait le dos, l'endroit le moins éclairé. Il y avait là des cartons vides, un porte-manteau auquel pendaient 2 cirés jaunes de chantier et des seaux en plastique emboîtés les uns dans les autres. Léo s'était approché et scrutait le renfoncement. Son ombre démesurément allongée par la clarté de l'ampoule le précédait sur le sol.
Il fit encore un pas. 2. Son ombre en fit autant. Là, sur sa droite, le mur formait comme un recoin, un carré d'environ 2 mètres de côté, pas davantage. D'autres cartons s'y entassaient. Léo s'accroupit, examina soigneusement le sol. Du béton et beaucoup de poussière. Il trouva très vite ce qu'il cherchait. 4 petits ronds disposés en demi-cercle. 4 autres encore un peu plus loin. 4 encore, et encore, et encore. Les empreintes de la chatte, les coussinets parfaitement dessinés dans la fine poussière et aussi lisibles que sur une planche de couleur. Léo résista à son envie d'examiner de beaucoup plus près le tas de cartons, recula aussi doucement qu'il avait avancé, traversa le garage et retrouva la petite pièce qui avait vu son atterrissage. Il empoigna son sac de classe qui avait basculé dans un coin de la bâche, fouilla dedans à la recherche de son 10 heures et retourna dans le garage. Il sortit les 2 pains au chocolat de la récré. La chatte était une vagabonde affamée, mère de famille par-dessus le marché. Voilà qui allait lui plaire. Elle s'agenouilla à quelque distance du tas de cartons après avoir émietté dans sa main un peu de pain au chocolat. Il murmurait en même temps à l'adresse de la chatte une litanie de petits mots affectueux. « Viens, Minette, viens, viens, Minette grise, n'aie pas peur, je suis Léo, tu entends? Léo, viens !» Il savait qu'un regard vigilant suivait chacun de ses gestes, que 2 oreilles dressées étaient à l'affût du moindre bruit, qu'un nez frémissant se fonçait dans sa direction. Il savait aussi qu'à la moindre alerte, une furie crachante et griffue lui sauterait au visage. Léo continua à psalmodier jusqu'à ce qu'il aperçoive dans une cache aménagée au milieu des cartons, la chatte dont le regard jaune-vert dardé sur lui disait clairement « Fais gaffe, pas de bêtises, hein? Je t'ai à l'œil et je ne te louperai pas. » Il sentit que la paume de sa main tendue se couvrait de sueur tant était grande sa concentration. Il perçut sur ses doigts le chatouillement d'une paire de moustaches qui le flairait, puis l'humidité d'un museau froid, et enfin le contact d'une langue râpeuse. En un instant, les morceaux de pain au chocolat disparurent. Léo retira précautionneusement sa main, se réapprovisionna avant de la tendre à nouveau vers la chatte. Il recommença, plusieurs fois. Jusqu'à ce que la chatte ronronnante s'étire des 4 pattes et entreprenne une toilette minutieuse, lui laissant clairement entendre qu'elle était rassasiée et qu'il pouvait retirer sa main. Il s'exécuta, acheva en 2 bouchées le pain au chocolat entamé et s'assit en tailleur sur les cartons. La chatte, sans plus se préoccuper de lui, continua sa toilette, puis se consacra pendant un long moment à celle de ses petits. Enfin, bousculant toute la marmaille, elle sortit de son carton et vint flairer longuement Léo. Sans doute satisfaite par son inspection, elle lui donna sur le menton 2 vigoureux coups de langue avant de retourner se coucher au milieu des chatons. Le garçon pensa que le message était clair. On mange, on se lave, on dort. Il se recroquevilla au milieu des cartons, se fit un oreiller de son sac afin d'améliorer son confort, et peu après, il s'endormit lui aussi. Récit de Gilles. J'ai rencontré Olivier à la suite de Victoire. Un petit costaud, brun de peau, de cheveux, de regard, avec 2 fossettes piquées au milieu des joues comme des apostrophes. Je suis allé droit au but. « Bonjour Olivier, tu sais pourquoi t'es là, n'est-ce pas? Allez, parle-moi de Léo et de vos promenades en forêt. » Ce ne sont pas vraiment des balades, hein, monsieur, c'est plutôt une activité et même un apprentissage. Les yeux d'Olivier ont brillé, sa voix a vibré. Léo et moi, on va dans la forêt parfois, on enregistre des chants d'oiseaux, on prend l'affût. Ça dépend des jours. Léo y va aussi avec Clément, mais ailleurs, dans le village où habitent les grands-parents de Clément. C'est mieux, c'est plus sauvage. Ils ont même réalisé des moulages d'empreintes, et drôlement réussis, je vous assure. Olivier racontait, animé, enthousiaste. C'était vraiment une passion. Quand il s'est arrêté, j'ai questionné. « Et il vous arrive de partir toute une journée, de pique-niquer? Vous avez peut-être un coin préféré ou une cachette, une cabane ?» Il m'a souri, un sourire heureux, complice. Au lieu de répondre, il m'a lancé, et c'était à peine une question. « Vous aussi, quand vous aviez notre âge, vous aviez un coin secret dans la forêt? Un coin bien à vous ?» Moi aussi, oui, avec mes frères. Pendant 1 ou 2 secondes, j'ai fermé les yeux, j'ai revu les bois derrière le village. Marc et Bernard marchant à pas d'Indien et m'intimant de me taire. L'étang aux eaux presque noires, le grand hêtre, le géant aux racines puissantes comme des cerfs, et notre retraite invisible au cœur des charmilles. Sans attendre ma réponse, Olivier a enchaîné. «
Oh, c'est pas une cabane, on n'a plus l'âge. Mais on a une bonne planque, c'est vrai, un coin super. Et vous n'y avez jamais passé la nuit? Ah non, les parents, ils veulent pas. Il a soupiré. C'est dommage, on a bien essayé, bien sûr, mais il n'y a pas eu moyen. Ils disent que la forêt, la nuit, c'est dangereux. Ouais, pas plus que le jour, hein. Et tu penses que Léo, justement, aurait pu décider de partir dans la forêt, histoire de prouver qu'il était plus courageux que Marcel Pagnol? Il a opiné. Ben oui, il est bien parti quelque part, Léo. Moi, je le vois plutôt dans les bois que caché en ville. Il a hésité avant de reprendre. J'y ai pensé parce que, il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus, quand ma sœur était encore au collège, eh bien, il y a un garçon de sa classe, il s'appelait Jérôme, il avait fugué après une engueulade avec un prof, et personne ne savait où il était. Finalement, au début de la nuit, on l'a retrouvé en pleine forêt dans une sorte de cabane qu'il avait construite avec ses copains. On l'a retrouvé par hasard? Non, c'est un de ses copains qui a pensé. Je vois. Bon, dis-moi, Olivier, votre cabane qu'en est pas une, c'est dans quel coin? C'est vers la source du chat. Vous connaissez? Je connais. Et je lui ai tendu le téléphone. Appelle chez toi pour prévenir qu'à midi tu risques d'être en retard et que c'est moi qui te ramènera. On va où? Ben ma foi, c'est une idée pas plus mauvaise qu'une autre d'y aller, non? J'ai joint le concierge du collège afin de le décharger de sa mission de récupération. J'ai réquisitionné Patrick. Olivier ayant fini de téléphoner, j'ai embarqué tout le monde dans la voiture de service et nous sommes partis pour la source du chat. Bonne journée!